intéresser, c'est de réfléchir sur le partage de la richesse. Je me suis dit que c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir qu'on s'interroge, parce que si on met en toile de fond la décroissance, eh bien forcément le partage va être encore plus difficile que quand on avait beaucoup de choses à partager et qui étaient en croissance. Donc, allons-y, on va parler de partage de la richesse, et ça tombe bien, c'est l'objet de la science économique, une petite pensée pour mon collègue Bernard Maris, une pensée pour lui, qui disait de façon un petit peu ironique, l'économie c'est la science du partage, parce que quand on regarde bien quand même, l'économie c'est aussi toute l'analyse des processus qui créent les inégalités, et on va beaucoup en parler. Donc, mais évidemment, les inégalités c'est rien d'autre qu'une forme de partage comme une autre après tout. Alors, précisons la question, donc j'ai dit la croissance n'est pas, selon moi, un projet social, c'est pas un truc qu'on va décider, ça va nous tomber dessus, il faudra de toute façon faire avec, mais je ne vais pas faire 2 heures là-dessus. Et du coup, la décroissance va nous obliger, nous les économistes, enfin, dans mon tout petit niveau modeste, je ne suis pas économiste, je suis vulgarisateur en économie, en tout cas, ça va obliger les économistes à réfléchir, à re-réfléchir, ce qui était un petit peu la base de ce qu'on appelait au départ, au début du 19e siècle, l'économie politique, hein, c'est celle qui s'occupait de la répartition des revenus, je vais vous en parler, ou alors l'économie du bien-être, pareil, qui date du 19e siècle, et qui s'intéressait au confort du plus grand nombre. Donc voilà, on va réfléchir au partage, d'une façon économique, mais du coup il faut qu'on parte de la richesse et savoir exactement ce que c'est que la richesse pour savoir qu'est-ce qu'on a à partager et vérifier éventuellement s'il est possible en décroissant de partager la richesse correctement. Allez, on y va, première partie, évidemment, qu'est-ce que la richesse? Alors la richesse, c'est ce qui est désirable. La richesse, c'est ce que vous n'avez pas et que vous avez envie d'avoir. Ben oui, sinon, sinon on ne dirait pas des gens qui sont riches s'ils avaient ce que tout le monde a. À partir du moment où quelqu'un où tout le monde a quelque chose, cette chose-là dépend de richesse. On est d'accord? Vous avez 2 yeux, moi aussi. En quoi est-ce une richesse d'avoir 2 yeux, un nez, 2 bras? Voilà. Alors après ça, on en parlera quand on manque de quelque chose, on s'aperçoit que c'était quand même une richesse. Mais globalement, la richesse, hein, c'est ce que tout le monde n'a pas. Très important. Et les grands principes de la richesse, c'est d'abord, une richesse n'a rien de vital. Oui, c'est important. Parce que la richesse, c'est ce qui vient en plus. C'est ce qu'on voudrait avoir en plus de ce qu'on n'a pas. Mais si une richesse est vitale, c'est pas une richesse. Ce qui est vital, c'est ce dont on a tous besoin. Après ça, on devient riche quand on a la possibilité d'acquérir des choses en plus de ce qui est vital. D'accord? Donc la richesse, c'est pas vital. La richesse, ça excite l'envie des autres. C'est le truc qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Et la richesse, ben donc, c'est extérieur à nous. Alors là, on peut faire 2 secondes quand même. Je vous en prie, installez-vous. On peut faire 2 secondes sur la richesse intérieure, si ça vous amuse. Puisque j'ai dit que la richesse est extérieure, c'est ce qu'on veut avoir et qu'on veut, et qui éventuellement, c'est éventuellement ce qu'on va aller prendre chez les autres. Hein. Puis on parle de partage. Il faut bien qu'on puisse partager un truc, c'est extérieur à nous, et puis on va se le partager. La richesse intérieure, c'est un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire c'est un truc, ça ne colle pas. Il n'y a pas de richesse intérieure. Alors si, en fait, il y a un peu de richesse intérieure. Je vous fais 2 secondes là-dessus, parce que c'est rigolo. Hein. Ce que nous possédons intérieurement et qui nous construit, on peut quand même considérer que c'est une richesse. Sauf qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des trucs qui nous détruisent, et on a nos névroses, nos angoisses de mort. Donc tout ça, c'est pas forcément... On pourrait discuter longtemps philosophiquement, est-ce qu'il y a une richesse intérieure? En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas, puisque ça ne se partage pas. Et on en parlera de 2 secondes. La mémoire d'une personne âgée, par exemple, on peut dire que ça c'est une sacrée richesse. Vous savez, le dicton africain qui dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, il y a une richesse là-dedans. Mais c'est pareil, comment ça se partage? Comment je peux lui en prendre une partie pour la donner à quelqu'un? Je peux pas. Hein. Alors voilà, donc c'est ce que les autres n'ont pas, ça colle un peu avec la richesse, mais bon, c'est la richesse intérieure, ça va pas m'aller comme définition de la richesse partageable. Bon, et donc ce qui est précieux pour nous et ce qui compte pour nous mais qui n'est pas partageable, même si les autres peuvent en profiter, eh ben, c'est la richesse intérieure. Et pourtant je ne vais pas le mettre dans ma liste des richesses, mais vous allez voir, c'est assez drôle quand même, parce que j'ai dit que ce qui était précieux, qui compte, hein, et dont on peut profiter. Donc j'ai utilisé des termes d'économiste. Il veut bien là? Ah mince, je suis allé trop loin, il n'a pas réagi tout de suite. Hein, j'ai utilisé 3 termes d'économistes pour parler de la richesse intérieure, ce qui est précieux, ce qui compte pour nous, et on peut faire profiter les autres. Le vieux, avec sa grande mémoire, il peut en faire profiter les autres, hein, mais c'est pas pour ça que c'est une richesse, c'est pas une richesse qui va nous intéresser. Allez, on y va. Donc, il y a des richesses qui augmentent quand on les partage,
Hein, elles sont intéressantes à étudier. Vous savez, c'est là aussi c'est un dicton. Alors, je sais pas, parfois on dit qu'il est africain, tibétain, enfin en fonction des sagesses. C'est un dicton qui dit que quand on échange deux objets, qu'on est deux individus, à la fin de l'échange, on se retrouve avec un objet, mais quand on échange une idée ou un savoir, à la fin de l'échange, on repart chacun avec deux idées. Et donc c'est vrai qu'il y a des échanges que l'on fait, et ce sont donc des richesses qui augmentent quand on les partage, et évidemment celles-ci, elles ne sont pas partageables au sens où je ne peux pas les couper en morceaux et dire ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Hein, quand on échange du savoir, évidemment, eh ben, on augmente le savoir de tout le monde. Quand on échange des savoir-faire, qu'on apprend à quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne savait pas faire et que moi je sais faire, et bien à la fin, il y a plus de... C'est pas exactement un partage, je répète, le partage au sens économique, c'est on a une quantité de richesse, il va falloir la distribuer. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. La culture c'est pareil, la joie, voilà, on peut partager sa joie, on peut l'augmenter, mais tout ça augmente quand on partage. Voilà. Le partage économique, celui dont je veux vous parler ce soir, c'est celui qui prive celui qui donne d'une partie de ce qu'il donne. Ça, c'est le partage qui va m'intéresser, parce qu'en situation de décroissance, si les gens ont moins, il va bien falloir aussi que des gens qui n'ont pas du tout, hein, qui sont démunis, puissent profiter de ce que certains ont en trop. C'est vraiment, voilà, je suis désolé, c'est très matérialiste, mais je voulais vous dire que les économistes, de ce point de vue-là, on va le voir, ils sont très matérialistes, ils ne sont pas du tout dans l'idée, dans une réflexion économique sur la richesse, philosophique sur la richesse. Les richesses non économiques, non partageables. Je termine avec toute ma liste de ce qui n'est finalement pas de la richesse. Les aménités, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la capacité d'un paysage ou d'un coucher de soleil à être très, très beau. Si en face de chez moi la vue est magnifique sur toute la Drôme, je ne peux pas en prendre un morceau et en faire partager quelqu'un. D'accord, donc ça ne se partage pas. La beauté de quelqu'un, je ne peux pas lui prendre une partie de sa beauté et puis dire vas-y, partage ta beauté. Ça ne se fait pas. Et pourtant c'est une richesse. Et c'est une richesse, on va voir, parce que ça peut générer de la richesse, c'est-à-dire des revenus. Le paysage aussi d'ailleurs, hein, si vous installez un restaurant en face à une vue magnifique, ça peut générer des revenus. Donc ces richesses-là, elles m'intéressent parce qu'elles ne sont pas économiques, elles ne sont pas partageables et pourtant elles peuvent générer de la richesse elles-mêmes. Le talent, évidemment. Le talent génère de la richesse, il n'est pas partageable. Je ne peux pas dire à Mbappé de me refiler un petit peu de son talent de footballeur. C'est pas possible. Les liens sociaux, pareil, les liens sociaux, c'est une richesse non économique, non partageable. Donc certaines richesses non économiques peuvent rapporter des revenus, il faut qu'on commence là, vous voyez, on s'approche un petit pas vers la richesse. Juste une petite chose, la capacité à ne pas dépendre de la richesse est une forme de talent, on appelle ça la sagesse, finalement, les gens qui peuvent se passer de tout, les grands sages. Et comme tout talent, éventuellement, ça peut, pourquoi pas, être considéré comme une richesse, et pourquoi pas une richesse qui crée des revenus. Si vous êtes le Dalai Lama et que vous faites un bouquin et que vous partagez votre sagesse, c'est-à-dire votre capacité à vous détacher des pierres. Bon, allez, on arrête un peu avec les philosophies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez que toute richesse est sociale. Hein, c'est-à-dire que là où elle manque, dans les sociétés où les richesses manquent, certaines ressources sont du coup considérées comme des richesses. C'est la société, j'ai insisté beaucoup là-dessus, qui nous dit ce qui est une richesse. Donc si vous commencez à manquer d'air pur quelque part, et les gens se disent qu'il y a une richesse, et la société s'aperçoit, je vous ai dit que mine de rien, à partir du moment où on manque, ce que tout le monde avait, à partir du moment où ça diminue, les gens se disent, bah là on avait peut-être une richesse. Le chant des oiseaux, quand il disparaît, avec l'extraction de masse, on dit, tiens, on avait une richesse, là, on s'en était pas aperçu, évidemment, quand on perd ces gens, on s'aperçoit, voilà. Et c'est la société qui nous dit, à partir du moment où on se met à manquer de certaines richesses, ben là, vous voyez, il avait une richesse. Et c'est la société qui nous dit. Là où on les admire, évidemment, certains talents sont des richesses, mais si vous ne les admirez pas, c'est pas une richesse. Donc, entrons tranquillement dans l'idée que c'est la société qui nous explique que c'est qu'une richesse. Alors là, j'ai cherché un talent qui pourrait être admirable à un moment et qui a fait l'admiration des gens à un moment et qui n'est plus du tout le cas. Alors les personnes d'un certain âge, vous savez de quoi je parle, les pétomanes, le dernier connu c'était chez les nuls, c'était Bruno Carrette qui avait un numéro de pétomane. Le pétomane, il avait un talent qui faisait l'admiration des foules et donc il allait péter sur scène à volonté et ça faisait marrer les gens, hein, voilà, c'était l'époque
de mes grands-parents. Voilà, et bien, vous comprenez bien que la richesse, là, finalement, c'est très subjectif, en fait. Subjectif, mais au sens social. Hein, c'est-à-dire que dans certaines sociétés, on décide que ce talent-là peut générer des revenus et il est une richesse. D'accord ? Donc là, on comprend bien aussi que la richesse, elle n'est pas dans l'objet. La richesse, elle est dans ce que la société désigne comme pouvant être une richesse. Alors, la société, elle désigne parfois même des richesses ostentatoires, c'est-à-dire faites pour être vues et faites pour que les gens qui les possèdent soient admirés. Ça s'appelle la richesse ostentatoire, donc tout ce qui brille, hein, c'est ce qu'on appelle tout ce qui brille. Hein, ça, et ce qui permet de briller, c'est très variable dans le temps et dans l'espace, hein, ces objets. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas l'objet en lui-même qui a de la valeur. Hein, c'est le fait qu'on a décidé qu'à ce moment-là, cet objet-là est admirable et fait briller celui qui le possède. Au passage, on s'aperçoit et on confirme que les richesses ostentatoires, elles sont extérieures à nous, et à la limite, plus elles sont extérieures à nous et moins elles servent à quelque chose, parfois plus elles sont inutiles, et plus elles sont futiles, plus elles font briller les gens. Il y avait un auteur qui s'appelait Thorsten Veblen, qui avait écrit tout un bouquin très marrant là-dessus, à la fin du 19e, début 20e, sur ce qu'il appelait la classe de loisirs, qui n'avait rien d'autre à faire qu'à briller en exhibant ses richesses. Donc voilà, les bijoux, même une Rolex, hein, vous pouvez toujours dire qu'elle coûte très cher parce qu'elle était coûteuse à fabriquer. En réalité, c'est la société qui la désigne comme une richesse. Hein, et quand Jacques Séguéla dit que passer 50 ans de Signas, je sais pas, passer 50 ans, si on n'a pas, t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie, ben évidemment, c'est qui désigne la Rolex comme un signe de richesse ostentatoire. Moi, j'essaie de briller avec des conférences, j'ai pas besoin de mettre de Rolex. Bien, du coup, savoir être riche, est-ce que c'est savoir exhiber sa richesse ou savoir ne pas l'exhiber? Je vous envoie juste la question comme ça, parce qu'il y a une époque, on pensait qu'il y avait quand même une façon de savoir être riche en vivant caché et en profitant de ses richesses. Et on est dans une société quand même d'exhibition d'image et d'ostentation, où il faut, quand on en a, montrer qu'on en a, parce que sinon, à quoi bon être riche si c'est pas pour faire envie aux autres? Et du coup, j'enchaîne sur l'idée que la richesse, c'est aussi lié au pouvoir. D'accord ? C'est lié au pouvoir parce que la richesse permet de briller, je viens de le dire, et du coup ça vous donne un sacré pouvoir quand même d'être admiré par tout le monde. Ça vous permet, la richesse, d'acheter le temps et le service des autres. Acheter du temps alors qu'on est limité à 24 heures par jour, c'est quand même drôlement utile. Accéder au poste de pouvoir, la richesse permet ça, donc c'est le pouvoir parce que ça fait accéder au pouvoir. Ça permet de faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Hein. Vous êtes riche, vous avez la possibilité d'aller faire le tour du monde en avion, je ne sais pas quoi, enfin voilà, faire des choses que les autres ne font pas. Donc ça vous donne un pouvoir. Hein, vous pouvez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Donc c'est très important. Et alors c'est encore mieux, c'est que la richesse permet de faire la richesse. Donc là c'est banco, hein, c'est génial, ça vous donne le pouvoir carrément de faire la richesse. Et ça on va en parler. Voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'être riche? Alors là, je ne vais pas faire longtemps là-dessus, je vais terminer cette partie-là là-dessus. Le seuil de richesse est placé à 3 860 € après paiement des impôts, par mois bien sûr. C'est 2 fois le revenu médian, le niveau de vie médian en fait, c'est-à-dire celui qui est gagné par la moitié des gens gagnent moins que ça, 1930 € après impôts, et la moitié des Français gagnent plus que ça. Et puis le seuil de pauvreté, il est placé à 50%, ou on peut le mettre parfois à 60% du niveau de vie médian. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ça, j'aime pas trop cette idée de richesse avec des seuils et des choses comme ça. Parce que ma définition, je vous ai dit, c'est qu'on est riche quand on a ce que les autres n'ont pas. Donc ça commence vite, en fait. Hein. Être riche. Ben oui, ça commence vite. Quand il a fait son poste, Timothée Paris, il y a des gens qui ont dit « Comment ça 3800 balles, vous trouvez que c'est être riche? Moi j'ai ça et j'arrive pas à boucler mes fins de mois et non, et je suis pas du tout riche. » Donc les gens ont commencé à critiquer l'idée est-ce que c'est être riche, est-ce que c'est pas être riche. En fait, du moment que vous avez quelque chose que tout le monde n'a pas, ben, vous commencez à être riche. Voilà. Et d'ailleurs, Alfred Sauvy, qui était un économiste des années 60-70 et démographe, il avait fait cette étude, il avait demandé aux gens de quel revenu vous auriez besoin en plus pour vous considérer comme riche. Et les gens disaient avec 30% de revenus en plus, je suis bien.
Voilà. Et puis après, on a allé voir les gens 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, le revenu avait augmenté, et on demandait de combien vous auriez besoin comme revenu en plus pour être riche. Ils disaient 30% de plus, alors qu'ils avaient déjà pris 20%. Et en fait, la richesse, c'est toujours ce que les autres ont en plus que nous et qu'on n'a pas. Hein, c'est ça. Donc, voilà. Mais de cette première partie sur qu'est-ce que la richesse, alors, je suis rentré dans un truc un peu... une notion d'économie que je voulais partager, c'est l'hypothèse non substantialiste. Alors ça sonne vachement waouh, mais ça veut dire que c'est la société qui désigne les richesses comme telles, et la richesse n'est pas à l'intérieur de l'objet qu'on désigne. D'accord? Un vidéoprojecteur, actuellement, c'est très utile, on en a besoin, c'est une richesse. Et puis tout le monde n'en a pas, il ne peut pas faire des conférences, il ne peut pas... donc c'est véritablement une richesse, parce que la société le désigne comme ça, dans une société future, il sera possible que ça ne sert strictement à rien. Donc c'est ça l'idée, c'est que la richesse n'est pas dans la substance. C'est pour ça qu'on dit non substantialiste. Hein. Il n'y a pas une substance qui contient de la richesse. On va en reparler dans pas longtemps. Alors on y va, la richesse économique partageable, hein, c'est celle qui m'intéresse, parce que c'est celle-ci dont je veux savoir si on peut la partager. On y va pour les richesses économiques, c'est quoi? Ce sont celles qui sont produites par les humains pour satisfaire leurs besoins. Ça vous va comme définition, c'est simple, d'accord? On produit des choses en plus, hein, et on essaie tous d'avoir ces choses en plus, parce que ça nous satisfait des besoins. Ce sont celles qui ont un coût de production ou un coût d'acquisition. Sinon, ce n'est pas une richesse économique. Hein. Si je vais récupérer... un bouquet de fleurs sauvages dans la forêt, c'est pas une richesse économique, elle est disponible pour tout le monde. Voilà, donc elle n'a pas de coût, elle n'est pas une richesse économique. Évidemment, les richesses économiques sont celles qui peuvent être marchandes, donc vendues, mais pas forcément vendues. On peut aussi les offrir, soit en dessous de leur prix de vente, soit quasi gratuitement. Elles sont financées quand même, puisqu'elles ont un coût de production. C'est le cas d'ailleurs des services publics, qui sont des richesses et qui rentrent dans la mesure des richesses non marchandes. Voilà, donc on les offre, mais évidemment il y a un coût de production, c'est ça l'idée. Et c'est ces richesses-là qui sont forcément en quantité limitée, et c'est sur ces richesses-là qu'on va pouvoir s'interroger sur est-ce qu'on peut les partager ou pas. Je reviens 2 secondes sur mon hypothèse non substantialiste. La valeur des choses, c'est une affaire point de vue. Vous avez d'un côté les demandeurs qui veulent acheter un bien et qui ont ce qu'on appelle une valeur d'usage en économie. Enfin, ils disent que le bien a une valeur d'usage, c'est-à-dire que sa valeur vient de l'utilité et de l'usage que je vais en faire. D'accord? Et puis il y a les offreurs qui, eux, veulent un prix qui couvre au moins leur coût de production. Donc ces gens-là, ayant chacune une idée de ce que vaut le bien, mais finalement, ils font une négociation et puis ils trouvent quelle est la valeur du bien. Mais finalement, donc la valeur d'échange, la valeur à laquelle ce bien va être échangé, et dont on dit que c'est la valeur du bien, mais c'est très discutable, la valeur d'échange, c'est le compromis entre ce que veulent payer les demandeurs et ce que veulent recevoir les offreurs. Et du coup, c'est le revenu versé pour l'achat de ce bien qui va faire la valeur du bien. Ça va? Ça plane pas trop? Bon, c'est important, hein, d'arriver à comprendre ce qui fait la valeur des choses. Donc, la valeur, c'est le revenu qu'on est prêt à verser à celui qui nous transfère la propriété d'un bien. Et vous allez voir pourquoi je veux insister là-dessus, parce qu'on fait croire que le PIB, c'est la valeur des biens qui constituent le PIB. En fait, c'est pas du tout. Le PIB est une somme de revenus. Je vais le dire dans 2 secondes. Donc, à chaque transfert de propriété, la valeur du bien change. Oui, la preuve que ce vidéo ne contient pas en lui-même sa propre valeur, c'est pas dans sa substance, c'est qu'on l'a acheté à un certain prix et puis on le revendra peut-être dans 6 mois à un autre prix. Donc c'est quoi ça? Si sa valeur elle était à l'intérieur de l'objet, elle ne bougerait pas, il contiendrait sa propre valeur. À partir du moment où ça peut changer, il y a tellement de biens qui passent d'une main à l'autre et qui créent des revenus différents pour ceux qui les vendent, puisque quand on vend un objet, c'est toujours un revenu pour le vendeur. Et bien, ces revenus étant évolutifs, ça nous prouve bien qu'en réalité, la valeur vient de l'idée que les gens se font de la valeur de ce bien, et donc du revenu sur lequel ils se mettent d'accord. Il n'y a pas de juste prix. Il n'y a pas de jeu plus idiot que le jeu qui s'appelle le juste prix, et qui consiste à deviner le vrai prix des choses. En fait, vous savez, il s'agissait de deviner, je crois que ça passe plus maintenant, il s'agissait de deviner le prix du catalogue de la boutique qui était le partenaire de l'émission. Hein, donc il fallait savoir dans ce magasin-là à quel prix on pouvait avoir ce bien. Mais ce n'était pas la vraie valeur du bien. Il n'y a jamais eu de vraie valeur des biens. Le prix, c'est ce qu'on appelle une convention. Convention sociale, on tombe d'accord pour se verser tel revenu sur telle chose. Allez, la richesse économique, du coup, c'est quoi?
ce sont des revenus versés, mais aussi, évidemment, la richesse économique, c'est du patrimoine, c'est-à-dire des choses qu'on a acquis avec nos revenus, hein, on a payé pour ça, donc il y a eu un revenu versé, et puis on a accumulé des choses qui ont une certaine valeur très variable, très variable. On va en parler. Donc en économie, la richesse elle est là-dedans. Le PIB n'est pas la somme des richesses matérielles créées, le PIB c'est juste la somme des revenus distribués. C'est très important, je vous ferai votre petite cours d'économie pour tous ceux qui n'en ont jamais fait, ou qui s'en souviennent plus. Hein. Le produit intérieur, on en parle beaucoup, hein. On dit que c'est la mesure de la richesse d'un pays. En fait, c'est la mesure de tous les revenus qui pendant un an sont versés dans ce pays. Point. Et je vais même vous prouver qu'on ne peut pas du tout. Hein. Donc c'est la somme de l'ensemble des revenus versés. Et alors rapidement, les gens disent, bah, du coup, c'est la somme des biens et des services, le PIB. Ah ben non, c'est pas être la somme des biens et des services, parce que je ne peux pas faire la somme des biens et des services. Le total des richesses physiques est absolument impossible à connaître. On fait un petit exemple. Imaginez un pays dans lequel il y a juste des choux, des sodas et des voitures. Ok, hein, ce pays au départ, j'ai 15 choux, 3 sodas, 2 voitures, j'ai 20 objets. C'est mon PIB en quantité de biens, mais faire l'addition de ces biens-là n'a aucun sens, parce que si je passe à 20 choux, à 12 sodas et à 3 voitures, j'ai énormément augmenté en quantité de biens mon PIB. Mais si je passe à 16 choux à 5, hein, de 3 à 5, et de 2 voitures à 4 voitures, mon PIB a moins augmenté. Or, vous êtes bien d'accord qu'en réalité, hein, si j'ai 4 voitures plutôt que 3, c'est pas parce que j'ai eu 20 choux là tout à l'heure que mon PIB a beaucoup augmenté. Hein, si j'ai augmenté sur un truc qui a aucune valeur, en tout cas qui génère très peu de revenus. Est-ce que vous comprenez qu'un PIB, ça ne peut pas être, et on l'entend très souvent, ça ne peut pas être la somme des biens qui le constituent. D'accord ? Ni en quantité de biens, ni même en valeur. Alors en valeur, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on va y arriver. Pour transformer les revenus en richesse, on passe par les prix. Imaginez un PIB qui ne vaut que 100 €. Ce PIB, il est constitué d'un seul type de bien qui vaut 50 centimes. Donc on en déduit qu'il y a 200 biens dans ce PIB. 100 divisé par le prix de ce bien, ça fait 200 biens. Si le PIB en valeur, hein, passe de 100 à 150 €, et si le prix du bien en question passe de 0,5 € à 0,6 €, de 50 centimes à 60 centimes, le PIB en valeur a augmenté de 50%, les prix ont augmenté de 20%, et du coup je peux en déduire, j'ai un petit calcul à faire, 1,5 divisé par 1,2, et ça me fait 1,25, c'est-à-dire une augmentation de 25% des quantités de biens. Mais en fait, ce que je veux vous expliquer là, j'espère que je ne vais pas vous perdre, le PIB en valeur, c'est le PIB qu'on connaît. Le PIB, il est de 2600 et quelques milliards d'euros. Okay, je le mesure en valeur. Et les gens disent, c'est des quantités de biens. Mais ils font comment les économistes pour savoir quelle quantité de biens il y a dans le PIB? Eh bien, ils prennent les prix. Et ils divisent le PIB en valeur par le niveau des prix, et ils en déduisent que, ben voilà, le PIB, en quantité de biens, il a augmenté de 25%. Mais je ne sais pas quel bien a augmenté en quantité. Vous voyez, je sais que globalement, c'est comme si, on fait comme si les quantités produites avaient augmenté de 25%. Mais jamais aucun économiste n'a mesuré le PIB en quantité de biens. Un économiste vous dit, ouais, le PIB, vous voyez, c'est la richesse du pays parce que c'est une quantité de biens. C'est pas complètement faux, mais c'est juste impossible à mesurer. Nous, tout ce qu'on peut mesurer avec le PIB, ce sont des revenus. Et en fait, en réalité, je vais aller au bout de cette conférence en vous expliquant que ce qu'on peut partager, ce sont des revenus. Parce que ça, c'est facile à partager. Mais pour les biens, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Voilà, il n'y a pas de gâteau. Je déteste les gens qui disent le PIB, c'est la richesse, donc c'est le gâteau qu'on produit chaque année, on va le partager. Hein. En fait, le PIB, c'est tous les revenus qui ont été générés. Et ces revenus, en revanche, on peut regarder vers qui ils vont et vers qui ils ne vont pas. Ah oui, tiens, puisque je parle des revenus, est-ce que par hasard, ça ne serait pas la monnaie, la richesse? Je ne sais pas si vous vous êtes dit à un moment, il va peut-être nous parler d'argent. Est-ce que ce n'est pas la monnaie, la richesse? Parce que ça colle bien, en fait. La monnaie est une richesse sociale, elle est désirable, je vous ai dit, c'est ce qui excite l'envie. La richesse, c'est extérieur à nous, donc ça colle avec ma définition du départ. C'est ce que certains ont, que d'autres n'ont pas et qu'ils ont envie d'avoir. Donc et ça produit de la richesse. Donc finalement, ok, c'est bon, on a trouvé où elle est la richesse. Elle est dans la monnaie, elle va même pas, je suis désolé. Elle n'est même pas dans la monnaie, la richesse, parce que la monnaie, c'est son pouvoir d'acheter d'autres richesses qui en fait une richesse. Mais en soi, c'est pas une richesse. Et la preuve que c'est pas une richesse en soi, c'est que
à part des gens qui ont, c'est presque une maladie mentale, personne ne garde la monnaie pour soi, parce que c'est une richesse. Vous voyez, voilà, hein, c'est la barre de Molière. Hein, conserver la monnaie sans la dépenser, c'est pas normal. La monnaie, on veut l'avoir parce qu'on veut avoir les richesses qu'elle permet d'acheter. Mais donc la monnaie n'est pas une richesse. Elle est un moyen d'aller vers la richesse. Hein. Si on considère comme une richesse, si vraiment les gens disaient ah oui, la monnaie c'est vraiment une richesse, hein, donc je garde, c'est à moi, je garde, voilà. Non, en fait, la monnaie, il faut mieux s'en servir pour qu'elle ait une vraie utilité. Alors on y va, les économistes et la richesse. Les économistes et la richesse, alors on a Adam Smith, je ne sais pas qui a fait des études d'économie, a entendu parler de quasiment le fondateur de la science économique, hein, écossais, fin du XVIIIe siècle, hein, Adam Smith, la richesse des nations. Et Adam Smith disait quoi sur la richesse? Ben, la richesse ne consiste pas dans l'argent ou dans la quantité de métaux précieux, mais bien dans les choses qu'achète l'argent. Ok, c'est ce que je veux dire. On est d'accord, hein, c'est pas la monnaie la richesse, c'est ce qu'on achète avec la monnaie. La richesse est tout ce que l'homme désire comme pouvant lui être utile ou agréable. On est aussi assez proche de la définition de ce que j'ai dit, hein, c'est ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, qui va me faire plaisir, et que j'ai envie de m'accaparer, et qu'éventuellement je pourrais ou pas partager. On a un autre économiste que j'aime bien, qui s'appelle Thomas Malthus, qui a une mauvaise réputation, parce que le malthusianisme, c'est lié aux politiques antinatalistes, mais je ne veux pas développer là-dessus. N'empêche que c'est un très grand économiste. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça, et ceux qui ont étudié l'économie et qui connaissent John Maynard Keynes, qui a été le grand génie économique du XXe siècle, a repris énormément la théorie de Malthus, et considérait Malthus comme sans doute le plus grand économiste du XIXe siècle. Alors il disait quoi, Malthus? Et ça, je trouve ça trop intéressant. Malthus, il disait que la richesse comprend par conséquent les avantages et les consommations que nous retirons de la religion, de la morale, de la liberté politique et civile, de l'éloquence, des conversations instructives et amusantes, de la musique, de la danse, du théâtre et d'autres services et qualités personnelles. Il nous dit quoi, Malthus? Que la richesse, c'est pas que les objets, c'est pas que les revenus, que la richesse c'est partout. Et puis juste après, il dit qu'il ne va pas pouvoir, lui en tant qu'économiste, et mesurer et s'intéresser à cette richesse-là. Donc il savait très bien qu'il y a plein d'autres choses qui enrichissent notre vie que les biens économiques matériels qu'on pourrait partager, mais on peut pas les étudier. Hein, on peut pas les étudier. Donc il disait, hop, j'appellerai richesse les objets matériels nécessaires, utiles ou agréables à l'homme, qui ont demandé un effort de l'industrie humaine pour se les approprier ou pour les produire. Donc voilà ce que disait Malthus sur la richesse. Il a restreint la richesse énormément, c'est-à-dire qu'il ne mettait même pas ce qu'on appelle les services maintenant dans la richesse. Hein. Il avait une vision très matérialiste, il n'y a que les objets qui génèrent du revenu et qui ont un coût de production, qui font partie de la richesse qui intéresse les économistes. Voilà, donc les richesses économiques sont constituées de tout ce qui peut générer des revenus. Je répète qu'un objet, générer des revenus, pas générer de la richesse, simplement générer des revenus. C'est-à-dire à partir du moment où un objet est vendable, c'est une richesse pour un économiste. Voilà, c'est ça qui est très important. Allez, on y va. On va s'intéresser à ce qui maintenant produit de la richesse. Alors, tout ce qui fait des choses utiles ou désirables, c'est de la richesse, des exemples, l'arbre fruitier fait des fruits, c'est donc une richesse parce que ça produit de la richesse. Vous voyez ce que je veux dire? La poule, parce qu'elle fait des œufs, est une richesse. Hein, pas simplement parce qu'on va bouffer la poule, hein, mais parce qu'elle aura fait des œufs entre-temps. Et si elle les fait en or, c'est encore mieux. C'est que dans les contes de fées, pour enfants que ça existe. Un animal domestique est une richesse parce qu'il peut générer du revenu, je trouve, hein, si c'est un cheval ou un chien bien dressé, etc. Une machine, bien sûr, produit de la richesse, un instrument de musique produit de la richesse si on sait s'en servir, un vélo, un capital, un titre de créance ou de propriété, c'est-à-dire n'importe laquelle de ces richesses financières qui génèrent hein, des intérêts, des revenus, des dividendes, etc. Et puis un logement peut créer de la richesse parce que je peux le louer et je peux en tirer un revenu. D'accord? Donc voilà où on en est là, vraiment, pour le coup, la vraie richesse économique. Un petit mot sur les richesses naturelles. Un petit mot sur les richesses naturelles. Est-ce que ce sont des richesses économiques? Eh bien, celles qui peuvent nous être utiles, évidemment. Celles qui sont désignées par la société comme utiles sont des richesses. Et puis celles qui sont désignées comme société comme inutiles, ce n'est pas de la richesse économique. Et puis celles qui nous donnent des fruits, évidemment, dans la nature, l'arbre fruitier est une richesse parce qu'il est fruitier. La biodiversité est-elle une richesse? Question très importante. Philosophiquement, la biodiversité est une richesse, mais économiquement parlant, elle ne l'est pas.
D'accord? Parce que directement, je ne peux pas dire que c'est la biodiversité qui a produit telle ou telle chose utile à l'homme et désirable. Mais comme source de vie, attention, la biodiversité est une richesse. Et je vais vous dire pourquoi ça c'est très important. Parce que finalement, si je cherche d'où vient la richesse, la vraie source, j'ai dit c'est pas à l'intérieur des choses, mais à l'origine de tout, ben, il y a un truc effectivement qui est indispensable, c'est la vie. Ça c'est la seule source. Seule vraie source de richesse, parce que c'est la seule source d'énergie. Je tiens que le pétrole n'est pas une matière proprement parlée morte, ce sont des organismes marins qui ont fossilisé, donc c'est la vie au départ qui a donné cette merde du diable, comme on l'appelait à une époque. Le pétrole, c'est à la fois ce qu'il y a de plus merveilleux dans nos sociétés et ce qui peut-être causera une partie de nos malheurs environnementaux futurs. Les énergies, on ne produit rien, on n'a pas de force pour profiter de nos richesses, donc effectivement les richesses ne serviraient à rien, n'existeraient pas si on n'était pas ici vivant pour en profiter. Donc à la base de tout, hein, l'énergie et la vie c'est l'énergie c'est ce qui produit, et nous parce qu'on est en vie et qu'on ingère un peu on met de l'énergie dans la machine en mangeant, on arrive à profiter de la richesse. Donc si on veut vraiment remonter à la cause première, sans doute qu'on a la vie, et d'ailleurs c'est la seule chose, la vie, que tout le monde, en tout cas tous ceux qui peuvent en parler, possèdent, et qui est quand même une richesse, puisque je vous avais dit que la richesse, normalement, c'est ce que les autres ont et que nous, on n'a pas. Là, exception à ma définition, la seule chose que tout le monde a et qui est véritablement une richesse, c'est la vie. Jean, excuse-moi, mais oui. La vie, économiquement, tu ne peux pas l'échanger, tu ne peux pas la monnaie. Non, c'est pour ça que, de toute façon, je la mettrai. C'est pas un bien économique, hein. C'est pas un bien économique. On est d'accord. Mais voilà, il y a l'esclavage qui peut être un bien économique. Pardon? Tu as l'esclavage qui peut être un bien économique, ou tu as la vie qui est... Tu fais tout avec juste 3 minutes d'avance. On y va. Je te laisse venir. On y va. Pourquoi la vie est une richesse? Parce qu'elle nous permet de profiter des richesses. Et du coup, l'humain est une richesse, cher Théo. Eh ben, philosophiquement, oui. Mais économiquement, c'est le travail humain qui est une richesse. Et là, on va commencer à parler d'esclavage, si tu veux, ou de salariat. Voilà. Alors, on va faire 2 secondes pour faire plaisir à Théo sur la valeur travail. Hein, j'ai une diapo pour dézinguer la valeur travail. Alors, la valeur travail, il faut que je vous explique. Hein. C'est la théorie qui date du 19e siècle, des premiers économistes, qui a énormément été développée par Karl Marx, qui dit que la seule source de richesse, c'est le travail humain. C'était pas la vie pour lui, c'est le travail humain. C'est-à-dire que ce type machin-là a de la valeur parce que quelqu'un a passé du temps pour le fabriquer. Et que c'est ce temps incorporé dans le bien, ce temps de travail, qui lui donne sa richesse. D'accord? Et on est finalement dans une théorie substantialiste de la richesse, c'est-à-dire que la substance qui est à l'intérieur de l'objet, c'est le travail qu'on y a consacré, et c'est ça qui lui donne sa richesse. Et bien je n'y crois pas, parce que je suis après André Orléans, si vous voulez savoir comment il s'appelle, un économiste spécialiste de la valeur et de la richesse, qui a développé la théorie non substantialiste de la richesse, et qui dit non, le travail humain, c'est pas plus une richesse que le reste. Donc est-ce que la valeur des choses se trouve dans le travail qu'elles contiennent? C'est la question que j'ai envie de vous poser. J'ai une diapo pour le critiquer. Il y a du travail qui ne mérite pas salaire, parce qu'il y a du travail qui est fait comme ça, hein, qui produit des choses et qui pourtant n'est pas payé. Donc si le travail n'est pas payé, je ne sais pas combien il vaut, donc je ne peux pas dire que la richesse de l'objet qui a été fait par ce travail vient du travail, puisque et si je dis qu'il y a une valeur parce qu'il y a du travail, il faut que je connaisse la valeur du travail. S'il n'y a pas de valeur du travail, ben, il n'y a pas de valeur dans le pot de confiture, en gros, que je fais moi, chez moi, pour me faire plaisir. Je peux toujours dire que sa valeur, c'est le travail que j'ai mis dedans, mais comme je ne me suis pas fait payer pour ça, qu'il n'y a pas eu de revenus, ben, il n'y a pas proprement parler de valeur. Autre chose, tout salaire ne produit pas forcément tout travail qu'on paye, pour le coup. Si je dis que c'est le travail qui fait la richesse, donc le travail que je paye, je sais à peu près ce qu'il vaut. Et donc je sais à peu près combien j'ai mis dans l'objet. Mais il y a du travail qui ne produit pas de richesse. Il y a quand même des gens qui sont payés à rien foutre.
extraordinaire. Il y en a quelques-uns. Voilà. Donc, bah oui. Donc, il faudrait que tout travail ait une valeur et que toute valeur de ce travail soit répercutable sur ce qui a été produit. Le travail aussi peut détruire des richesses. Il y a des gens qui sont payés pour massacrer des choses. D'accord? Donc ça veut dire quoi? La chose qu'ils ont massacrée vaut le prix qu'on les a payés pour le massacrer. C'est bizarre puisqu'elle n'existe plus. Voilà, donc quand vous êtes payé pour détruire des écosystèmes ou des... abîmer des organismes humains, c'est quoi ce travail? Quelle valeur il a et en quoi sa valeur peut être contenue dans une production. Donc en fait, si je ne pense pas que la valeur soit dans le travail, mais il faudrait franchement, il y a des profs d'économie qui font des semestres entiers uniquement sur la valeur travail, donc je vais pas quand même, je vais rester modeste, je vous dis juste que je ne pense pas que la valeur vienne du travail, mais ça mérite d'être discuté. Il vaut mieux aller lire André Orléans que de m'écouter pendant 30 secondes dire mes bêtises. Mais voilà, et puis moi je pense que, en fait, quand on s'est dit que la valeur était dans le travail, et que la richesse est dans le travail, c'est parce qu'on oubliait que c'était la vie qui était dans le travail. Et que c'était l'énergie, en fait, qu'on y met, qui produit de la richesse. Alors là, ça c'est vrai, ça j'y crois. C'est-à-dire que si le travail crée la richesse, c'est parce que le travail utilise l'énergie, et que c'est ça la véritable source de richesse. Alors on fait un mot sur l'entropie, pour faire plaisir à Théo. Toute énergie dissipée n'est plus utilisable. Si vous utilisez l'énergie, le pétrole, vous le brûlez, elle existe encore, cette énergie ne disparaît pas. Du pétrole brûlé, c'est pas de l'énergie qui a disparu, c'est de la chaleur qui s'est dissipée. Mais vous ne pourrez plus jamais la réutiliser pour chauffer quoi que ce soit. Elle est partie sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà. Voilà, transformer des choses. Parce que cette énergie, voilà. Donc la quantité d'énergie disponible, elle est finie, elle est en quantité limitée. L'énergie disponible, du coup, est décroissante, d'accord? Et là, je voulais quand même, grâce à cette diapo, justifier ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire la décroissance, pour moi, n'est pas un projet politique. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec Timothée Parry, qui pose la décroissance comme un projet de société. La décroissance, c'est juste un phénomène physique inévitable. On ne fait qu'utiliser de l'énergie de plus en plus. On double à peu près tous les 30 ans. Là, tout ce qu'on a dépensé depuis le début, on le redouble tous les 30 ans. Voilà, c'est énorme. C'est absolument énorme. Je le démontre dans la conférence que vous pourrez trouver, qui est déjà en ligne. Je fais une très jolie démonstration avec une feuille Excel, mais c'est super facile à comprendre. Donc, comme on double tous les 30 ans, il y a un moment, on diminue le stock d'énergie, on le diminue, et donc l'énergie disponible est décroissante, et par conséquent, et c'est l'objet, ça de ma conférence, la richesse disponible va aller en décroissant, que ça nous plaise ou non. Voilà. On peut juste reculer un peu le moment. Ou de la décrue, vous voyez, le moment où ça diminuera, et le moment où on aura très très peu de pétrole, on peut, si on veut, mais il faudrait calmer tout de suite. Depuis qu'on le sait, on n'a rien calmé, on n'a fait que faire plus. On le sait à la louche depuis les années 60-70. Avec le rapport Midos qui est là d'ailleurs. Franchement, si vous êtes un tout petit peu courageux, je le fais lire à mes étudiants de deuxième année de fac, donc ça l'a porté quand même de pas mal de gens. Il est là, le rapport Midos, c'est les limites à la croissance, et c'est le premier modèle. Et franchement, c'est très très bien vulgarisé, c'est très clair à comprendre. Et c'est eux qui, en 1972, il y a 52 ans, disaient on va aller automatiquement, physiquement, vers la décrue, et donc la décrue de production et la décrue de richesse. Ok, donc ça c'était juste pour rappeler. Voilà, j'ai terminé cette quatrième partie. C'est une pièce en 5 actes, mais il y en a 6 en fait. Donc si les moyens de produire des richesses décroissent, la richesse va finir par décroître et on va enfin pouvoir se poser la question de la répartition des richesses. Ok? Qui est dans un contexte compliqué, où elle décroisse. Alors, d'abord, comment on fait pour partager les richesses? Je vais juste poser quelques idées de base. Une mauvaise répartition des richesses, ça s'appelle les inégalités. Une bonne répartition des richesses, ça s'appelle l'égalité. La juste répartition, c'est quand on distribue égalitairement. Mais bon, égalitairement, ça ne veut pas dire exactement tout le monde pareil. D'accord? Égalitairement, il y a quand même des inégalités qu'on considère comme justes. Par exemple, quand il est impossible de corriger certaines inégalités, on est obligé de les laisser. Et par exemple, les inégalités d'âge, et le fait que j'aurai plus jamais 20 ans, on ne pourra pas me le rembourser, on ne pourra pas, voilà, et les jeunes ne pourront pas partager leur jeunesse avec moi, de même que s'il y a un peu quelque chose d'intéressant dans ma vieillesse, je ne pourrais pas trop en partager, avec c'était Bernard Blier, disait que la sagesse,
c'est un pen qu'on vous donne quand vous n'avez plus de cheveux. Donc voilà, est-ce que je peux faire profiter de ma sagesse de jeune génération? J'en suis pas convaincu. Mais voilà, mais bon, ces inégalités, elles sont là, elles existent, il y a une inégalité d'âge, on ne peut pas les corriger, de force physique, on ne peut pas les corriger, il y a des nègrelets, il y a des gros costauds, et puis tant mieux pour les uns, et peut-être tant mieux pour les autres, et c'est pas toujours ce auquel on pense. L'intelligence, il y a des inégalités d'intelligence, évidemment, il y a des inégalités d'habileté, et donc ça crée des inégalités qu'ils sont justes entre guillemets, parce que je ne peux pas dire qu'elles sont injustes, parce que je ne peux pas les corriger, mais bon, je les mets juste entre guillemets, parce qu'en tout cas, c'est des inégalités inévitables. Puis il y a un autre type d'inégalité inévitable, c'est celles qui sont liées au mérite. On en a un petit peu parlé hier dans la conférence sur l'héritage. On est dans une société où on considère que les gens qui ont bien mérité, bien travaillé, méritent d'avoir quand même plus que les autres. Hein, ça choque personne quand même de dire dans nos sociétés, celui ou celle qui s'est bougé mérite d'avoir un peu plus. Donc oui, le mérite justifie certaines inégalités, mais dans une mesure qu'on appelle la décence. George Orwell, grand philosophe qui avait écrit 1984, parlait de la décence commune. Il y a un certain niveau qui justifie que certains gagnent plus que d'autres, mais enfin on se calme quand même. Qui mérite 1 milliard d'euros de revenus? Personne. On n'est pas dans l'inégalité décence, on est d'accord. Personne ne peut justifier qu'il a un talent qui vaut de 200 000 fois celui d'un autre. D'accord? Puisque c'est ça l'écart entre 50 000 euros et 1 milliard. Allez, grande question. À quel moment peut-on réduire les inégalités? Parce qu'il faut vraiment qu'on avance et c'est pour ça qu'on est venu. Hein, c'est pour réfléchir à comment on va réduire les inégalités, comment on va distribuer et partager la richesse. Il y a 3 moments pour distribuer et redistribuer les richesses et les partager. Il y a avant que ces richesses soient utilisées, il y a pendant qu'on les utilise, et il y a après qu'on les ait utilisées et qu'on s'aperçoit qu'elles sont mal distribuées et qu'on va corriger ce qui s'est passé en système. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a 3 moments de la répartition. Ce qu'on appelle la distribution primaire des richesses, après il y a l'accumulation des revenus qui sont liés au circuit économique, et après il y a la redistribution, qu'on appelle secondaire, il y a la distribution, puis après il y a la redistribution des richesses. Alors, au départ, comment on peut faire pour intervenir sur le partage au départ? On peut mettre des droits de succession pour que les gosses de riches partent avec un peu moins que ce que devrait leur donner leur héritage et qu'on n'accroisse pas les inégalités. Hein. Et puis on peut aussi partager la valeur ajoutée en débrouillant pour que les salariés un peu plus, les actionnaires un peu moins ou l'inverse. D'accord? Donc on a quand même 2 moyens au départ pour agir, pour que les gens partent avec des richesses qui sont relativement bien réparties. On n'est pas forcément toujours très bon là-dessus, et puis surtout il y a ça qui arrive, il y a l'accumulation des revenus. Hein. Alors ça, l'accumulation des revenus, c'est terrible, c'est le moment où les richesses vont faire que s'accumuler chez les uns et disparaître chez les autres. Notre système économique, il est fait, mais vous savez, si vous avez des revenus, vous savez que vous allez pouvoir, si vous êtes riche, c'est-à-dire vous avez ce que les autres n'ont pas. Vous en avez plus que les autres, hein, une partie de vos revenus, vous allez l'épargner, et en épargnant, vous pourrez pourquoi pas à un moment vous acheter des choses qui vont vous rapporter des revenus en retour, soit sous forme d'intérêt, soit sous forme de loyer, soit sous forme de dividendes. Donc plus vous êtes riche, plus vous êtes riche, et plus vous êtes riche, plus vous êtes riche. Hein. Donc le système économique tel qu'il est fait sert à enrichir les riches. Et inversement, si vous manquez de revenus, vous allez à la banque, vous empruntez, vous devez payer des intérêts. Ces intérêts, vous, comme vous êtes pauvre, puis c'est pour ça que vous avez emprunté, j'ai jamais compris le principe. Vous êtes pauvre, on vous prête, mais on vous fait payer. Hein, le prêt, du coup, vous ne pouvez pas le payer, vous êtes pauvre. Donc, ce que vous allez faire, parfois, vous allez réemprunter pour payer les intérêts que vous devez rembourser sur le premier. Ça s'appelle la spirale du surendettement. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes pauvre. Notre système ne sait qu'enrichir les riches et appauvrir les pauvres. C'est pas un constat politique, ça. Je suis pas en train de préparer et fomenter une révolution marxiste et communiste. Ici, à Montélimar, je suis juste en train de vous dire que notre système, il est naturellement inégalitaire. Il accroît naturellement les inégalités. Et c'est pour ça qu'on a inventé ça. Hein, je vous parlais tout à l'heure de Keynes, qui est admiré Malthus. Keynes, c'est celui qui a pensé la répartition des revenus en disant on prélève, hein, une fois que tout ça a profité aux uns et pas aux autres, on prélève, et puis on redistribue, on donne des prestations, et on prend aux uns, on donne aux autres. Mais là, on arrive après la bataille, là. Hein, c'est-à-dire, on était mal parti, on a aggravé le problème, et à la fin, on répare les dégâts. Okay. C'est pour ça que la conférence sur l'héritage, on essaiera de la mettre en ligne si vous pouvez la voir, parce qu'il y a une vraie discussion à avoir sur
comment faire là pour améliorer un peu le système à ce niveau-là. Donc quand réduire les inégalités, à quel moment partager? Il y a 3 moments, il y a avant, mais si vous partagez avant, attention, vous pouvez réduire les inégalités, donc plus partager, mais vous pouvez les aggraver aussi. Par exemple, vous supprimez l'impôt totalement sur les successions, vous aggraverez les inégalités. Macron, je l'ai dit hier dans la conférence, est un peu favorable à supprimer les impôts sur les successions, qui déjà ne touchent pas les pauvres, mais touchent que les riches. Donc voilà, là on aggraverait les inégalités, hein, si on faisait ça. Pareil pour le partage de la valeur ajoutée, dont je vais parler tout à l'heure, on peut décider de donner un peu moins aux salariés pour donner un peu plus aux actionnaires. Dans ce cas-là, on aggravera aussi les inégalités. Donc le partage, la distribution initiale, on peut la modifier dans un sens bien ou dans un mauvais sens. La deuxième période de partage, je vous l'ai dit, elle ne va que dans le sens de l'aggravation. Et la troisième période, elle va que dans le sens de la réduction des inégalités. Elle va... Le meilleur moment, ça serait le premier moment, mais là je vous renvoie sur ma conférence sur l'héritage. On peut discuter 2 secondes du partage de la valeur ajoutée, hein, c'est-à-dire que quand tous les revenus sont distribués, c'est ça la valeur ajoutée, c'est l'ensemble des revenus, je vous le dis, c'est pas la quantité de biens, c'est l'ensemble des revenus, et ces revenus vont soit aux salariés, soit aux entreprises. Et là, vous avez l'évolution du partage de la valeur ajoutée. Donc, vous avez les salaires, là, hein, qui représentaient quelque chose comme 64% ou 66%, les 2 tiers de la valeur ajoutée après la guerre. Et puis, leur part a augmenté hein, jusqu'au choc pétrolier, jusque dans les années 70. D'accord? Et puis ça a diminué après jusqu'aux années 2000, hein, où on avait les 3/4 des revenus qui allaient aux salariés et le reste aux entreprises. Okay, et puis là, il y a eu un moment où leur part a diminué. Mais il faut quand même voir que la croissance économique a fait que tous les revenus augmentaient, mais que la partie qui allait aux salariés diminuait. Ce qui fait que globalement, les salariés quand même ont vu leur revenu augmenter, mais beaucoup moins vite qu'avant, parce que là, c'était les 30 glorieuses, et là, non seulement le revenu augmentait, mais la part dans le revenu qu'avait le salarié augmentait. Donc ça, c'était la fête, c'était des années d'enrichissement des classes moyennes et des ouvriers, et l'ascension sociale, où l'ascenseur social marchait super bien, parce que dès qu'on bossait un peu, on avait les revenus qui étaient en augmentation, et vous pouvez accéder aux classes moyennes. Et puis, depuis l'an 2000, mine de rien, ça remonte un petit peu, voilà. Puis ça, c'est le complément, c'est la part qui va au profit. La part qui va au profit baisse un petit peu depuis 20 ou 25 ans, hein, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, où on a toujours les entreprises, des inégalités, etc. Ça, c'est uniquement en France. Hein. Ça, c'est en France, oui, bien sûr, c'est en France, c'est pas du mondial du tout. Et je répète qu'une petite part qui baisse de 4 points dans un PIB qui augmente en permanence, ça ne fait pas forcément, ça fait pas baisser les profits. Bien, les richesses héritées, méritées, un petit mot là-dessus, hein, puisque je parle à quel moment redistribuer ou pas. Les revenus, ça relève du mérite, hein, c'est des inégalités, on va quand même laisser aux gens les revenus qu'ils ont réussi à obtenir, encore qu'on pourrait discuter de qu'est-ce qui fonde le salaire de chacun. Alors ça, dans les bouquins que j'ai fait, je passe mon temps à expliquer que la productivité sert de prétexte à bien payer certains, à ne pas payer d'autres. Et ça, pour moi, il y a un scandale et un mensonge économique énorme, parce qu'en réalité, la productivité, on ne la connaît pas, mais on fait croire que ceux qui sont bien payés sont plus productifs que ceux qui sont mal payés. Ça, je n'aurai jamais assez de temps et assez d'énergie dans ma vie pour le dénoncer, dans l'Escronomiste, comme dans certains pour l'économie marchande, j'explique tout ça. Donc voilà, ceux qui ont des revenus, on va dire qu'ils le méritent. S'ils mettent un peu de côté, ils méritent aussi le patrimoine qu'ils ont accumulé. En revanche, ce dont ils ont hérité, c'est pas du mérite. Et quand on regarde bien l'évolution du poids de l'héritage dans la richesse des gens, eh bien, en 1900, 80% de ce que les gens avaient, c'était leur héritage. Donc on était dans une société pas partageuse, hein, très inégalitaire, où finalement la richesse venait de ce que les parents nous avaient légué. Et là, vous revoyez à nouveau tout l'effet du XXe siècle et des 30 glorieuses qui a fait que la part de l'héritage dans ce que possèdent les gens est tombée à, si je ne me trompe pas, ah non, il n'y a pas, là j'avais fait une animation hier dans le coup sur l'héritage. Là on tombe à 35%. Hein, dans les années 70, 35% de ce que les Français possédaient, c'était l'héritage, seulement. Donc tout le reste
grâce aux 30 Glorieuses, c'était devenu du revenu, donc ce qu'on peut considérer comme du mérite. Hein, donc quelque chose que les gens veulent bien hériter comme richesse. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on redevient une société d'héritiers, c'est-à-dire que la part de l'héritage dans la richesse des gens, depuis 50 ans, ne fait qu'augmenter. D'où toute la question qui se repose sur ce qu'il faudrait mieux partager au moment de l'héritage, mais là, c'est une autre conférence, on ne peut pas traiter tous les sujets aujourd'hui. Donc en résumé, sur cette avant-dernière partie, et après on va attaquer la dernière, partager est nécessaire pour s'approcher de l'égalité, mais l'égalité est un horizon impossible à atteindre. Bien d'accord, il y aura toujours des inégalités, d'un peu de mérite décent et de différence entre les gens, et bon, c'est peut-être dans la nature humaine quand même que nous soyons un petit peu différents. D'ailleurs, oui, enfin, on devrait réfléchir longtemps là-dessus. Françoise Héritier, je ne sais pas si certains connaissent les travaux de Françoise Héritier, qui a beaucoup travaillé sur les inégalités hommes-femmes et sur la différence hommes-femmes. Et elle dit que les sociétés ont tendance à transformer les différences en inégalités. Et que le problème, c'est pas qu'on soit différent, c'est que la société dise que cette différence est une inégalité. Mais enfin, en termes de quantité de richesse possédée, il y a un moment donné où que certains ont beaucoup et que les autres ont peu, c'est pas seulement la différence, c'est vraiment l'inégalité. Alors on y va, est-ce qu'on peut partager les richesses? On va enfin essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces richesses? Vous connaissez sans doute le droit latin, les trois propriétés de la richesse. On a le droit d'utiliser sa richesse, en latin usus. On a le droit de profiter des fruits de sa richesse. Hein, si je possède quelque chose et que ça rapporte des intérêts ou que ça donne des fruits, si c'est mon cerisier, c'est à moi les cerises, on est d'accord. Donc j'ai le droit de faire fructifier mon bien, c'est mon droit, et c'est ma richesse, c'est à moi. Voilà, et vous savez aussi d'ailleurs que quand il y a un décès et que un des deux parents récupère la maison qui doit aller aux enfants en réalité, hein, et ben le parent survivant a le droit d'utiliser la maison et de la faire fructifier, donc il a l'usufruit. Ce qu'on appelle l'usufruit. Mais il n'a pas la totalité de la propriété de la maison, parce qu'il lui manque une chose, c'est la possibilité d'abuser du bien. L'abusus, c'est le droit de gaspiller la richesse qu'on a et de la détruire. Et c'est vrai que les gens ont le droit de gaspiller, de détruire leur richesse. Ça, c'est un droit qui est très très... en ce moment, on discute beaucoup, on parle de biodiversité, hein, parce qu'il y a des économistes qui disent que la biodiversité, la nature et l'environnement seraient mieux protégés si les droits de propriété individuelle étaient mieux définis et si on savait à qui appartient quoi. Ben ouais, mais enfin, si vous offrez des richesses et des forêts magnifiques à certaines personnes, ils vous rasent tout ça, ils vous plantent des monocultures, ils détruisent l'écosystème, mais ils s'en foutent parce que ça leur rapporte. Ils ont bien le droit d'abuser, de faire fructifier, pardon, leur richesse. Et ils en abusent en réalité. D'accord. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant sur pourquoi les gens et comment les gens possèdent quelque chose. Et puis il y a un droit qui manque, c'est le droit de partager. Hein, le droit de partager sa richesse. Il n'est pas dans le droit latin, il est nulle part. Hein, il n'y a pas de particus, j'ai fait du latin de cuisine, là j'ai inventé un mot, voilà. Le droit de partager la richesse, il n'existe pas. Mais il serait intéressant quand même de dire qu'on a le droit alors pour partager, il faut s'en défaire. Hein, il faut se défaire d'une partie de sa richesse et il faut la partager. Alors, quelles sont les richesses qui se partagent le plus facilement? Le talent et la beauté, on en a parlé tout à l'heure, ça ne se partage pas, donc on laisse tomber. Puis de toute façon, on n'est pas on est dans des richesses qui créent du revenu, mais qui ne sont pas proprement économiques. Les biens matériels, eux, c'est de la vraie richesse économique, mais ce n'est pas facile à diviser. Je vous raconte un peu les histoires des héritages et des héritiers qui se disputent parce qu'il faut partager la commode ou le buffet ou le piano de papa. Hein. On était 4 et papa joue sur du piano. Qui va l'avoir? Le piano, on ne peut pas le partager en 4. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on peut faire, c'est vendre le piano et partager la valeur du piano. Mais on n'aura plus le piano. La richesse, c'était le piano, parce que c'était le piano de papa. Hein. Et là, ça complique les choses. Hein. Dès qu'on se met à partager la richesse, évidemment la monnaie elle a cette particularité, elle a été faite pour ça, pour être parfaitement divisible. D'ailleurs on utilisait l'or parce qu'il était un métal très malléable et qu'on pouvait diviser en quantité exacte au milligramme près, hein, donc là on était sûr de pouvoir partager. Mais bon, les richesses monétaires on peut les partager et bah, ça tombe bien finalement, puisque je vous ai dit que l'essentiel de la richesse c'est des revenus. Finalement les revenus, eux, on peut les partager, on n'a qu'à calculer, on prend la calculatrice et on divise. Et dans ce cas-là, le partage du PIB, qui est le partage des revenus, il peut avoir lieu. Il peut avoir lieu avant, pendant et après la création de richesse.
Voilà. Alors, les gens ont quoi comme richesse? Et là, je prends le patrimoine des gens. Alors faites très attention à ce graphique, là, c'est pour ceux qui n'ont pas fait des cours de sciences économiques et sociales depuis longtemps, et qui n'en ont jamais fait, pour beaucoup d'entre vous peut-être. Là, je classe les 10%, ça s'appelle les déciles de richesse. Je prends les 10% des gens qui ont le moins de patrimoine, et je regarde de quoi est constitué leur patrimoine. Alors d'ailleurs, en noir, ils ont des dettes. Les plus pauvres, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus pauvres aussi, alors que les riches, ils en ont, mais c'est des dettes qu'ils peuvent rembourser et qui les enrichissent parce qu'ils constituent du patrimoine avec, alors que les pauvres bouffent ce qu'ils empruntent, et donc ils accumulent pas. Les 10% les plus pauvres, ils ont essentiellement, en bleu clair, du patrimoine résiduel. Alors c'est très clair, le patrimoine résiduel, c'est ce dont vous avez hérité de vos parents, c'est ce qui était dans l'appartement de papa et maman. Leur batterie de cuisine, leur frigidaire et leur télévision. C'est ça. Donc ça constitue 70% de ce qu'ont les pauvres comme patrimoine. C'est ce qu'il y a chez eux, c'est leurs affaires. Okay, et puis vous avez aussi du patrimoine financier, 30% de ce qu'ils ont, c'est un peu d'argent qu'ils ont mis de côté. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et puis plus vous allez vers des gens qui ont de la richesse, plus vous allez avoir apparaître de nouvelles richesses. Alors, celle qui apparaît très très vite et qui prend une place énorme, c'est l'immobilier dont je vais vous parler dans 2 secondes. L'essentiel de la richesse des gens, c'est l'immobilier. Mais pour une raison importante, c'est que l'immobilier génère des revenus considérables et en augmentation depuis 30 ans. Jamais à ce point-là, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc ça constitue, et c'est un problème, parce que si on voulait partager ça, partager la valeur de cette richesse-là, c'est sans doute assez compliqué. On va en reparler. Et puis on voit apparaître aussi, là, en rose, le patrimoine professionnel des entreprises. Et là, ça commence à prendre de la place chez les 10% les plus riches. Tout à l'heure, on m'a dit que c'était au-dessus de 3800, c'est ça, euros par mois. Dans les 10% les plus riches, au-delà de cette richesse-là, le patrimoine professionnel des entreprises peut prendre de la place. Et là-dedans, il peut y avoir des actions d'entreprise. On va voir que pour l'homme le plus riche du monde, ça prend toute la place. Donc, oui, pardon. Juste par rapport les 10% les plus riches, parce qu'on dit toujours qu'il y a le 1% le plus riche. Il est là. Ah, okay. J'ai vu là. Est-ce qu'on a une sorte de même graphique qui se fait dans ces 10% les plus riches? Jusqu'au 1%, il est là. Je l'ai pris chez Thomas Piketty, qui est le grand spécialiste des inégalités, et lui il mettait ça, donc c'est le même que tout à l'heure que je vous montre, mais un peu différent, et il a l'intérêt d'aller jusqu'au 1%. Mais je trouvais que le premier était plus lisible, et voilà. Donc voilà, essentiellement, la composition de la propriété en France, pour les très pauvres, c'est juste l'argent qu'ils ont à la banque. Les pauvres, il n'a rien d'autre que les quelques sous. Alors attention, ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est sur une toute petite quantité. Parce que le problème de ce genre de graphique-là, c'est que ça ne dit pas qu'ils n'ont rien et qu'ils ont beaucoup. On a l'impression qu'ils ont tous pareil. On a réparti ce qu'ils ont dans ce qu'ils ont. Mais ça, c'est tout petit. J'ai peut-être 200 balles sur mon compte quand je suis pauvre. C'est ce qui me reste du mois. Et si je meurs, je vais laisser un patrimoine de 200 €. Quoi. Et donc, ça sera essentiellement des liquidités. Voilà. Donc, on voit apparaître l'immobilier comme tout à l'heure, qui est l'énorme richesse des classes moyennes, d'accord, et qui finalement ne représente plus grand-chose sur le 1%, ça c'est même le 0,1%. Vous voyez, je fais encore mieux, vous voyez le 1%, il est là, enfin c'est le 0,5, 99%, 99,5%, et puis là on a le 0,1%, une personne sur 1000, d'accord. Donc une personne sur 1000, si vous prenez la personne la plus riche, essentiellement tout ce qu'elle a, c'est de l'actif financier, des actions, des obligations, des liquidités et des baux bancaires. Et là, ça pose aussi une vraie question en termes de partage, et on en parlait pendant la pause, c'est est-ce qu'on va pouvoir partager cette richesse qui finalement est relativement virtuelle. C'est là-dessus que j'aimerais finir la conférence. Alors, les Français, leur patrimoine, c'est essentiellement l'immobilier, je vous l'ai dit. La valeur du patrimoine immobilier, regardez là, entre 2000 et 2020, en 20 ans, le patrimoine des Français, il est passé de là à là. Ok, donc il a augmenté fortement, mais c'est parce que l'immobilier a fortement augmenté. C'est le patrimoine en terrain et en logement qui a augmenté de 200%, qui a triplé. Or, on n'a vendu que 22% de logements en plus pendant 20 ans. Ce qui veut donc dire que les Français n'ont pas 3 fois plus. Au passage, ceux qui ne sont pas bons en maths, 200%, c'est 3 fois plus.
Je sais que ça peut être utile. D'accord, vous rajoutez 2 fois 100%, hein, une valeur qui valait 100, vous arrivez à 300, vous avez multiplié par 3. Donc la valeur du patrimoine immobilier des Français a été multipliée par 3, mais ils n'ont pas 3 fois plus de logements à partager. Ils ont juste 22% de logements en plus, qui sera intéressant à partager si on veut, d'accord? Mais on ne parle pas de la même chose, et c'est très compliqué. Quand on dit, regardez, il y a des riches, ils ont beaucoup, on va partager, eh ben oui, ils ont beaucoup, et ils ont de plus en plus, mais parce que ce qu'ils possèdent, la société a décidé que ça vaudrait de plus en plus. Et après ça, si on vend tous les logements des Français pour les partager égalitairement, vous savez ce qui se passe quand on vend tous les logements au même moment? Le prix s'effondre, et du coup, en fait, il n'y aura plus. Ce qu'on voulait récupérer, on ne le récupérera pas. Ça, c'est terrible. C'est une prophétie autodestructrice, ça s'appelle. Il y a des prophéties qui se réalisent parce qu'on pense qu'elles vont arriver. Hein, bon, si tout le monde pense qu'une action de LVMH, on va en parler tout à l'heure, va prendre de la valeur, tout le monde va l'acheter, et tout le monde l'achetant, elle prend de la valeur. Prophétie auto-réalisatrice, ça s'appelle. Et il y a des prophéties autodestructrices, d'accord? Eh bien, si on décide qu'il faut partager la valeur de l'immobilier, on dit, allez, on va y arriver, on va partager cette richesse-là, et en le faisant, on détruit ce qu'on voulait pouvoir partager. Bien, ça c'était le tunnel de Frigide, pour ceux que ça intéresse, c'est le gars qui est Jacques Frigide qui a montré que depuis 2000, l'indice de la valeur des logements est totalement sorti d'un tunnel qu'il a défini comme étant une norme autour du revenu moyen. C'est-à-dire que la valeur des logements, elle a toujours tourné autour du revenu moyen, c'était la même part du revenu moyen des gens. Et puis, au moment où la spéculation s'est emballée, le prix de l'immobilier s'est emballé, et maintenant on en est à 1,8 fois le revenu moyen. Enfin en termes d'indice, on a totalement décroché. Et tout ça, c'est pour vous dire juste que cette richesse qu'on a créée, elle est totalement virtuelle. Elle est totalement virtuelle, et on ne la partagera pas, les jours où on la partagera. Sauf pour les primo-accédants. Pardon? Sauf pour les primo-accédants qui galèrent pour acheter un logement. Évidemment. S'ils n'ont pas un bon héritage de papa et maman, sans héritage et sans apport familial, maintenant, accéder à la propriété est quasiment impossible. Bien, les parts de société. Les parts de société, c'est une richesse immatérielle qui est très fluctuante. Alors on y va. Je suis allé voir sur Forbes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour Bernard Arnault. La bonne nouvelle, c'est que son patrimoine est en hausse. C'est la première richesse mondiale. La mauvaise, c'est qu'il est passé derrière Elon Musk. Ah, ouais, Elon Musk a un patrimoine estimé à 210 milliards, voilà, alors que Bernard Arnault et famille sont à 210 milliards. Ok, donc la mauvaise nouvelle, c'est que notre champion n'est plus champion du monde de la richesse. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça augmente pour lui et que ça baisse un peu pour lui. Okay. Et attendez, mais alors ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est que j'ai préparé cette conférence, c'était, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu jusqu'au dernier moment, et en 5 jours là, parce que là, si vous regardez bien, c'était le 30, on était le 30 mai. Je regarde 5 jours plus tard, le 4 juin, et il avait perdu, pauvre chéri, 1,7 milliard de richesse. Je répète qu'un milliard, c'est quand même 200 siècles de quelqu'un qui gagne 50 000 € par an, ce qui n'est pas rien, 4 000 balles par mois. Okay. Donc voilà, il a perdu 1 milliard, et puis lui, il a gagné 1 milliard 100 millions. En 5 jours. En 5 jours. Alors vous êtes bien d'accord qu'en réalité, sa richesse n'a pas augmenté. Pardon? C'est le mérite. C'est le mérite. Je suis convaincu que c'est le mérite qui de Bernard Arnault, qui mérite bien plus qu'Elon Musk. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est le cours de l'action de LVMH qui a augmenté en 5 jours. Sa richesse est la même. Il a un certain nombre d'actions de son entreprise, qui est LVMH. Et j'ai regardé depuis 2015 sur Forbes, la richesse de Bernard Arnault en 2015 était de 37 milliards. Et j'ai dit là qu'elle était à 200 et quelques milliards, 210, et bien j'ai regardé en fait, et j'ai fait le calcul. Je suis allé prendre la valeur de l'action LVMH. Elle était à 144 €, et elle est passée à 724. Donc elle a été multipliée par 6, la valeur de cette action. Donc depuis 2015, j'ai juste fait 2015, ok, 2024. Donc sur 9 ans, Bernard Arnault
multiplié sa fortune par 5 simplement parce que la valeur des actions qu'il possède a été multipliée par 6. Ok. Il a bien des revenus des dividendes. Pardon? Il a bien des revenus des dividendes qui, lui, oui, enrichissent réellement et oui. Et puis ça lui permet d'acheter d'autres choses. Donc c'est quand même c'est pas que virtuel. Non, c'est pas que le virtuel, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, sa richesse varie en fonction de quelque chose qui est effectivement totalement virtuel. C'est la valeur que les marchés attribuent à l'action de son entreprise, mais il en profite énormément. Oui, il en profite énormément. Mais en fait, c'est pas de ça dont il profite. En fait, il faudrait moins se choquer des 210 milliards de fortune de Bernard Arnault que de ses revenus. Et même, il faudrait même s'intéresser à sa consommation. C'est ça qui est véritablement la richesse dont il prive les autres. Parce qu'à partir du moment, je ne sais pas qui me racontait, mais c'est toi Théo, que Bill Gates est le premier propriétaire foncier aux États-Unis, hein, à partir du moment où un multimilliardaire achète du terrain, là, il prend une richesse qui pourrait être partagée et dont il prive tout le monde. Alors là, c'est pas du tout la richesse virtuelle dans laquelle on est. Mais effectivement, une partie quand même de cette richesse. Alors, autre élément de réflexion sur ce que c'est que la richesse, ce qu'on peut partager, c'est pas ça qu'on partagera. Hein, et à mon avis, si on veut partager, j'allais dire, et faire la peau des milliardaires, il faut aller chercher chez eux ce qu'il y a en fait. Alors, on n'aura peut-être pas de quoi, je ne sais pas où je l'ai mis, on n'aura peut-être pas de quoi donner à tout le monde, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, un petit truc intéressant et important et inquiétant, c'est que là, vous avez sur ce schéma qui a été fait par Piketty, vous avez la croissance économique. Hein, du milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e, et puis la forte croissance économique qu'on a eue de 1910 à 1950. Et puis après, une croissance qui diminue. Voilà. Et pendant que la croissance augmente, les inégalités, elles, diminuent. Donc, la leçon, et c'est évident, c'est que la croissance économique, elle permet de réduire les inégalités. D'accord ? La réduction des inégalités a ouvert la voie entre 1950 et 1980 à la plus forte période de croissance jamais observée. Alors il dit que c'est en réduisant les inégalités qu'on a augmenté la croissance. Parce que c'est la réduction des inégalités qui crée la croissance. Alors ça, du point de vue des keynésiens, c'est le cas. Hein. Du point de vue des keynésiens, partager, ça fait de la croissance. C'était la grande idée de John Maynard Keynes, donc, que je citais tout à l'heure, plus grand économiste du XXe siècle, et qui dit ne baissez pas les revenus, au contraire, augmentez les revenus de tous les gens que vous pouvez, de préférence en prenant aux riches et en donnant aux pauvres. Parce que les riches, leurs revenus, ils ne s'en servent pas. Au bout d'un moment, ils le mettent d'un côté. Hein, donc autant le donner aux pauvres qui, eux, vont le dépenser, ils vont faire de la croissance comme ça. Donc la grande idée du XXe siècle, c'est l'idée de la redistribution dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée du partage. Mais cette idée-là, elle est génératrice de croissance économique. Et elle est faite pour ça. Elle est faite pour relancer l'activité. Le projet de Keynes, c'était de sortir du chômage des années 30, hein, qui avait été créé par la grande crise de 1929. Donc la logique keynésienne, elle est croissanciste. Si je réduis le revenu des riches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur leur consommation? Eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, on est d'accord? Si vous réduisez le revenu de Bernard Arnault des milliards de milliards, sa consommation, elle ne va pas bouger. Parce que tout ce qu'il a, c'est en trop, c'est beaucoup, beaucoup trop. D'accord? Donc la consommation des riches, elle est stable quand je réduis le revenu des riches. En revanche, si je prends pour partager sur le revenu des riches et que je le dirige vers les pauvres et j'augmente leurs revenus, la définition de pauvre étant quelqu'un qui n'a pas satisfait tous ses besoins, eh ben, il va le dépenser lui. Okay? Donc augmenter les revenus des pauvres, du point de vue de leur consommation, c'était le projet de Keynes, c'était sa théorie, parce que Keynes à l'époque se disait pas l'augmentation de la consommation des pauvres, ça va détruire les ressources de la planète. Hein. Il n'était pas du tout un sujet à l'époque. Et il disait ça va relancer l'activité économique, ça va réduire le chômage, et ça va faire de la croissance, et ça va améliorer l'égalité. C'est pour ça que les socialistes sont keynésiens, parce que Keynes c'est Robin des Bois, il prend aux riches pour donner aux pauvres, et en plus tout le monde s'enrichit, hein, tout le monde en profite, ça réduit le chômage, etc. Donc c'est merveilleux. Le seul problème, et ça c'est vraiment un truc que j'arrive pas à discuter avec les partisans, on parle de Timothée Parry, des partisans de la décroissance, c'est de dire, ben voilà, je suis pour la réduction des revenus, puisque c'est ça la décroissance, et je pense que le partage va avec la décroissance. Mais moi, toute l'histoire nous apprend que le partage
et a été un outil formidable de stimulation de la croissance. Il y a beaucoup d'économistes qui ont dit qu'il faut partager plus. Aux États-Unis, c'est Joseph Stiglitz, un prix Nobel, qui dit si on partageait plus, on aurait encore plus de croissance. Ben oui, puisque keynésien, et qui se dit qu'on a un réservoir de croissance extraordinaire. Mais moi, je me mets dans la situation où les ressources vont se réduire. Alors à ce moment-là, ça ne sera pas forcément le moment de restimuler la prédation sur les ressources alors qu'elles sont en réduction. Donc la redistribution augmente la consommation, ça c'est vraiment pas de vol. Allez, on termine sur la croissance comme jeu à somme positive ou à somme négative. Hein, un jeu à somme positive, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous l'apprendre pour certains. Un jeu à somme positive, c'est quand vous avez un joueur qui gagne et un autre qui gagne et que la somme des gains est positive, vous dites que le jeu est à somme positive. En fait, vous faites la somme des gains et vous regardez si la société gagne. Donc, si le joueur A il gagne 50 unités, si le joueur B il gagne 950 unités, la société a gagné 1000 unités, le jeu est à somme positive. La croissance est un jeu à somme positive parce que les pauvres s'enrichissent un petit peu, les riches s'enrichissent beaucoup, mais globalement, tout le monde s'enrichit. On dit que la croissance est un jeu à somme positive. Attention, en termes d'environnement, il est possible que cette croissance des revenus se soit faite sur le dos, oh la jolie animation, quelle est belle, hein, qui est sur le dos de la nature, parce qu'elle a pu perdre beaucoup, ok, et du coup, alors, elle a perdu, ça, il y a un grand débat sur ce qu'on peut mesurer, ce qui a été perdu en valeur monétaire sur l'année, c'est une vraie question, mais si elle perd l'équivalent de 1500 unités en équivalent d'unités appliquées à la nature, et bien du coup la société a gagné 1000, mais la nature a perdu 1500, et finalement la société elle a perdu 500. Donc c'est vrai que la croissance est apparue comme un jeu à somme positive pendant très longtemps, parce qu'on ne calculait pas ce qu'on perdait à côté pour pouvoir s'enrichir. Et c'est un vrai problème, parce qu'effectivement on n'a pas su, et je ne suis pas sûr qu'on sache mesurer véritablement la valeur de ce qu'on a perdu. Ça c'était un vrai débat qui mérite qu'on en discute longuement. Alors, les jeux à somme nulle ou négative, mais ça ne va pas être ce soir. Les jeux à somme nulle ou négative, c'est quand le joueur A perd un peu, le joueur B perd beaucoup. Et là, j'espère que vous avez compris, je suis en train d'envisager une décroissance. Hein, certains pourraient perdre un peu, d'autres pourraient perdre beaucoup. Ok, de préférence les riches, pourquoi tu peux bouger toi? Voilà. Et donc la société perdrait beaucoup. Ce qui serait peut-être pas très grave, si la nature est gagnée. Merci, je voulais quand même être sûr que je me tuais. Voilà, donc on refait la petite animation mignonne. Ah, c'est beau. On se déplace. Hop, ouais, ça marche, tout va bien ce soir. La nature gagne beaucoup. Imaginons que la nature gagne l'équivalent de 1500 équivalents d'unités. D'accord? Et bien finalement, on serait en décroissance, mais avec un gain social global. Et ça, évidemment, là, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant d'envisager un partage où certains perdent plus que d'autres, mais où on se console avec un gain. Le seul problème, c'est que je ne pense pas qu'on pourra mesurer le gain monétaire de ce que représente ce qu'on aura gagné. Sauver la biodiversité, vous n'allez pas consoler les gens de la perte de leurs revenus en disant qu'il y a plus de vers de terre dans les sols et de pollinisateurs dans les champs. C'est ça le drame. C'est véritablement le drame. Pardon? Sauf s'ils mangent mieux. Sauf s'ils mangent mieux, on va chercher toutes les bonnes raisons de décroître, parce que d'ailleurs c'est là-dessus que je termine. On en parle dans 2 secondes, là on est à 3 diapos de la fin. La pyramide des richesses, juste pour vous dire que mine de rien, tous ces riches dont on parle qui sont au-dessus d'1 million de dollars, et là je crois que ça doit être des revenus mensuels qui doivent être mis, je pense, ou annuels, non, c'est des revenus annuels, puisque, donc ça c'est la partie la plus pauvre, qui gagne moins de 10 000 $ par an. Ok, il y a ceux qui gagnent entre 10 000 et 100 000 $ par an, vous et moi on va être quelque part là-dedans, ok, et puis il y a des gens au-dessus et des gens au-dessus. La question c'est est-ce que tous ces gens-là, qui mine de rien ne sont que 1 milliard plus 391 plus une broutille de millions, ça fait quoi? 1,5 milliard de personnes, et puis il y en a 3,5 milliards ici, et c'est que les adultes si je ne me trompe pas, population mondiale adulte, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas tout le monde. Mais il va falloir que partager la richesse possédée par 1,5 milliard de personnes et la transmettre à 3,5 milliards de personnes, plus leurs enfants,
voilà. Et là, en termes, je répète, de richesse dont on peut profiter, parce que ça ne sert à rien d'aller voir les pauvres en leur donnant une action LVMH, en fait. Hein. Parce que, ben oui, parce qu'en fait, ils vont tous la vendre, et puis ils ne vont pas perdre de sa valeur, et du coup, on leur donnera un truc qui vaut rien. Et c'est ça la vraie question. Hein. Donc, est-ce qu'on peut prendre chez Bernard Arnault des terrains, ou chez Bill Gates, puisqu'il est propriétaire foncier, des terrains qu'on donnera à petits morceaux par tous les pauvres, pas américains, il n'y a pas de pauvres aux États-Unis, en tout cas en termes de richesse moyenne mondiale, c'est pas eux les vrais pauvres qui manquent. Hein, donc d'aller donner des bouts de terrain de Bill Gates à des pauvres indiens, africains ou d'un autre pays qui ont vraiment besoin qu'on partage cette richesse avec eux. Et là, c'est une vraie question. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la décroissance favorise le partage et on a vu avec cette histoire de jeu à somme négative que si on a globalement moins, le jeu est à somme négative et est-ce qu'effectivement ça va être facile ou pas de partager. Et la question c'est quelle est la réaction des gens quand ils sont en situation de moins avoir. Et donc, je disais tout à l'heure, peut-être que c'était déjà sur la vidéo ou pas, que dans les sociétés on a peu, on partage, et dans les sociétés on est moins, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, on ne sait pas quelle est la réaction des gens quand ils ont moins, et est-ce qu'ils vont être partageurs comme des gens qui ont peu et qui vont partager. Allez, si on partage les plus grosses parts avant que les revenus se réduisent, peut-être que les gens du coup accepteront mieux la réduction de leurs parts, parce qu'ils se diront, ben, les riches ont beaucoup perdu, donc c'est normal que je perde un peu, mais quand même ma consolation, c'est que les riches ont énormément perdu. Je pense que la décroissance au sens de Timothée Parric, elle dit qu'il faut partager, non pas parce que ça fera de la décroissance, mais parce que ça permettra de rendre la décroissance acceptable. Voilà. Mais c'est pas du tout sûr non plus, hein. C'est quand même un pari de dire, ben voilà, sous prétexte qu'on a appauvri Bernard Arnault et que le pauvre chéri, il a plus que 50 000 € par an pour vivre, est-ce que ça me consolera de passer de 50 000 à 30 000? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Voilà, mais bon, voilà, peut-être, en tout cas, il faut rentrer peut-être dans une logique de partage pour rendre la décroissance acceptable. Laurent Mermet disait que c'était un attracteur moral, le partage et la réduction des inégalités. Ça attire les gens vers la décroissance en disant venez vers la décroissance, ça sert à dire on va partager. Ouais, on va partager, mais on va tous avoir moins. Puis nous, on fait partie, je répète, dans la pyramide, on fait partie des gens qui ont trop. Hein. En termes d'émissions de CO2, bah, vous savez peut-être qu'il faudrait que chaque individu sur la planète émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an. Hein. Et vous et moi, on est à 6, 8, 10 tonnes. Hein. 10 tonnes la moyenne. Voilà. Les Américains, on est à 9. Ça dépend de vous et moi, parce qu'on n'a pas forcément en moyenne, exactement en France. Les Américains sont à 20. Bon, ben donc la question elle est là. Hein. Si je veux réduire mes émissions on va arrondir de 10 à 2, il faut que je divise par 5 ma consommation. C'est pas rien. Alors savoir qu'on a dépouillé et qu'on a mis à poil Bernard Arnault et Elon Musk, je ne sais pas si ça va me consoler de réduire par 5 ma consommation. Donc mieux savoir que les parts vont diminuer, incite peut-être à en prendre plus qu'avant. Ah oui, c'est ce que je voulais faire. Savoir qu'il y aura de moins en moins, c'est je me dépêche de prendre avant qu'on ferme la boutique. Et peut-être ça peut générer un comportement qui ne sera pas du tout partagé. Voilà, dernière question, et vraiment on est à la fin, qui va décider de ce partage si on met en place. On a 3 grands acteurs, le marché, mais il ne décide pas du partage en général, il décide de l'accumulation, donc de l'inverse du partage. On a l'État, mais lui on sait qu'il partage après. Hein, il arrive avec la cavalerie dans Lucky Luke après la bataille. On a le peuple qui peut décider de partager avant, ça c'est les grandes révolutions autour de l'héritage par exemple, hein, un partage complet de tous les héritages, etc. Mais bon, ben voilà, la question c'est est-ce que le peuple est capable de s'organiser pour décider d'un partage et pourquoi pas en même temps d'une décroissance. Le projet de Timothée Parric, il est celui-là, de parier qu'on est capable démocratiquement de décider et de la décroissance, moins de richesse chacun, et de partager ça. Bon, j'ai mis un panneau de danger.
Parce que décider de partager peut détruire la valeur de ce qu'on a partagé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on avait obtenu à propos de décider de partager la valeur des logements des classes moyennes, finalement on aboutira au fait qu'on n'aura plus grand chose à partager, donc il faut garder ça en tête. Allez, on conclut avec quoi? Avec le fait qu'il y a de bonnes raisons politiques de partager, bonne raison politique de partager. C'est pas difficile de défendre la logique du partage. Il y a de bonnes raisons aussi de faire décroître les richesses. À mon avis, même si on ne les fait pas décroître, elles vont décroître d'elles-mêmes parce que notre système a été fait pour les épuiser. Mais pour quelles raisons le partage ferait-il décroître les richesses? Ça, je ne suis pas du tout sûr que le partage soit générateur de réduction de la richesse, c'est-à-dire que partager soit un outil de la décroissance. Ça, c'est ma vraie interrogation, parce qu'économiquement, je n'ai pas de mécanisme qui me dise que sous prétexte qu'on est plus égaux, hein, on est moins consommateur. Hein, si toute la planète avait le niveau de vie grec, on dépasserait sans doute déjà les 2 tonnes par personne et toutes les atteintes à l'environnement dont tu parlais tout à l'heure. Donc le partage en soi, on pourrait partager dans la destruction en fait, vous voyez, on pourrait... et d'ailleurs c'est pour ça que les économistes adorent la croissance, parce que c'est le moment idéal pour partager, puisque partager une richesse qui augmente, voilà, partager une richesse qui diminue, je répète, on n'a pas jamais fait l'expérience et on ne sait pas, et moi je n'ai pas d'outils à part, comme dit Timothée Paris, qu'on se réunit et on décide qu'on est tous d'accord pour non seulement avoir moins, et s'assurer que chacun est à peu près autant. Voilà, on va en discuter, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une vie riche de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean pour cette présentation succincte malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore développer et dire. En fait, je vais te dire, t'as arrêté là ou pas? Non. Non. J'ai l'impression que je suis en train de fabriquer un collier de perles et que chacune de mes conférences est une petite perle qui se rajoutera et peut-être qu'à la fin on aura une idée intéressante de tous les problèmes qui méritent d'être tenus, puisque en fait sur la décroissance, j'avais fait une conférence qui est déjà sur YouTube, il y a celle sur l'héritage d'hier, il y a celle sur le partage de la richesse aujourd'hui, et puis petit à petit on arrivera peut-être à avoir un ensemble cohérent, mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets là-dedans qui mériteraient une discussion supplémentaire. Et au plaisir de revenir en discuter avec vous si vous me réinvitez. Voilà.